Salam alaikum. Le cours d'aujourd'hui, c'est l'emphysème pulmonaire. C'est quoi l'emphysème? C'est une définition anatomique. Condition du poumon caractérisée par l'élargissement des espaces aériens. D'accord, il y a un élargissement. Cet élargissement, il est anormal. De quoi? Des espaces aériens, des alvéoles. Au-delà du bronchiole terminal. On parle du bronchiole terminal et des alvéoles, accompagné par une destruction. Même, il n'y a pas des parois, parce qu'il y a une destruction de ces parois alvéolaires, il n'y a pas de fibrose, d'accord? Il y a une destruction des parois entre les alvéoles, et il n'y a pas de fibrose. Bon, un petit rappel, la matrice extra-respiratoire, extracellulaire, elle constitue l'architecture conjonctive. On parle de tissu conjonctif. Dans le tissu conjonctif, il y a le collagène, il y a l'élastine, protéoglycane et fibrinogen qui sont des fibres. Pour l'élastine, c'est par les fibroblastes, les myofibroblastes et les cellules endothéliales. Il représente l'élément essentiel des fibres élastiques, c'est l'élastine. C'est l'élément essentiel des fibres élastiques. Cette élastine est dégradée par les protéases. D'accord, il y a des protéases qui dégradent l'élastine. Pour ces protéases, il y a des inhibiteurs qui inhibent les protéases. Ce sont les alpha-A antiprotéases. D'accord, on parle surtout de alpha-A antitrypsine. Si le sujet est normal, il y a un équilibre. D'accord, mais chez les personnes emphysémateuses, il y a un déséquilibre entre les protéases et le système antiprotéase. La pathogénie par l'emphysème, par déficit, d'accord, on parle des cas où il y a un déficit en alpha-A antitrypsine. Déterminé génétiquement, bien sûr c'est génétiquement parce qu'il y a un déficit en alpha-A antiprotéase qui est sécrété par les hépatocytes. Les hépatocytes produisent les alpha-A antiprotéases, mais aussi par les macrophages. Les hépatocytes et aussi les macrophages, c'est un puissant inhibiteur de sérine protéase. Le alpha antitrypsine inhibe les sérines protéases. Donc, la dégradation des fibres élastiques par l'élastase neutrophile est alors incontrôlée s'il n'y a pas de système qui inhibe les protéases. Il y a une protéolyse, d'accord? Il y a une protéolyse par l'élastase neutrophile à adhésion contrôlée, d'accord? C'est l'emphysème panlobulaire. Dans le cas de l'emphysème panlobulaire, on parle surtout de déficit en alpha-A antitrypsine. Les causes de ce déficit sont variables, bien sûr. Elle peut être des défauts d'excrétion. Elle peut être un défaut d'excrétion lors de la synthèse hépatocytaire. Lors de la synthèse hépatocytaire par les hépatocytes, il y a un défaut d'excrétion. Parce que cette molécule de alpha-antiprotéase, elle peut être polymérisée spontanément. L'autre cas, elle peut être que la molécule elle est dégradée en intracellulaire et peut-être une délétion de gène qui produit le protéine de alpha-A antiprotéase. La pathogénie de l'emphysème sans déficit en alpha-antitrypsine, d'accord? Ici, on ne parle pas de panlobulaire. On a dit panlobulaire, c'est le déficit en alpha-antitrypsine. Mais les autres cas, il n'y a pas de déficit dans ce protéine. Surtout en cas de tabagisme. Parce qu'ici, on parle du tabac qui interagit avec avec déficit, c'est une maladie génétique. Mais dans l'emphysème sans déficit en alpha-antitrypsine, c'est le tabac. Le tabac avec des nombreux sites de système protéase-antiprotéase, plusieurs hypothèses ont été proposées. Premièrement, il y a une augmentation de la charge en élastase par augmentation des polynucléaires. Bon, tout ça c'est des hypothèses, d'accord, c'est des hypothèses. Ces hypothèses, la première hypothèse, on a dit, la première hypothèse, c'est l'augmentation de la charge en élastase par augmentation des PNN. Il y a augmentation de PNN, les PNN produisent l'élastase et il y a une augmentation de l'élastase. De le poumon qui sécrète en excès. Pourquoi? Parce qu'il y a le tabac. À cause du tabac. L'autre hypothèse, c'est l'accès des facteurs chimiotactiques des PNN. Augmentation des facteurs chimiotactiques, augmentation d'élastase, d'accord? Augmentation de l'emphysème. Déficit fonctionnel ou alpha-antitrypsine, parce que ici, c'est pas un déficit génétique. Il y a une oxydation par la fumée de cigarette. Donc, la fumée de la cigarette agit en activant l'élastase recrutement des PNN. Cette fumée, elle active l'élastase, d'accord? En inhibant l'antiprotéase par le phénomène d'oxydation.
d'un côté. D'accord, d'un côté, elle inhibe l'antiprotéase par l'oxydation et d'accord, et comment dirais-je, et la fumée de cigarette agit en activant l'élastase. C'est le recrutement du PNN. Cela aboutit à un déséquilibre de système et d'installation d'un emphysème. Dans ce cas, il y a un déséquilibre entre les deux systèmes. Le déséquilibre provoque l'emphysème centrolobulaire. Euh, pour, euh, pour l'anapathe, d'accord, on distingue 4 types d'emphysème selon la localisation des lésions dans la sinus. D'accord, il y a 4 types d'emphysème. Il y a l'emphysème panlobulaire, c'est le pont acénaire, l'emphysème centrolobulaire ou le centro-acénaire, l'emphysème paraseptal et l'emphysème paracicatriciel ou paralésionnel. On commence par l'emphysème panlobulaire. C'est l'ensemble de la sinus qui est touché, associé, c'est l'ensemble de la sinus. Ensemble de la sinus qui est touché, associé à des lésions vasculaires avec fenestration, genre comme une fenêtre, puis il y a des lésions, fenestration, puis une distriction de leur paroi, les parois de la sinus et confluence des espaces aériens distaux. C'est dans les espaces aériens distaux. Il s'agit d'un emphysème diffus. Il est diffus et prédominant surtout au lobe inférieur. D'accord, on parle dans l'emphysème panlobulaire, c'est dans les lobes inférieurs. Ce type d'emphysème est retrouvé chez les patients porteurs d'un déficit, on a dit, c'est le problème, c'est le déficit en alpha-A antitrypsine. Bien sûr, c'est le sujet âgé non fumeur, bien sûr, parce que les fumeurs, on parle de centrolobulaire, et les fumeurs sans déficit en alpha-A antitrypsine. Chez les patients porteurs d'un déficit en alpha-antitrypsine, les sujets âgés non fumeurs et les fumeurs sans déficit en alpha-antitrypsine. D'accord. Et c'est surtout chez les non-fumeurs avec déficit en alpha-antitrypsine, mais il peut-être, d'accord, c'est pas comme le centrolobulaire ou le centro-acénaire qui est toujours chez les fumeurs. L'emphysème panlobulaire, il peut être chez les fumeurs sans déficit en alpha-antitrypsine. Pour le centrolobulaire ou le centro-acénaire, les lésions retrouvées en position centrale. D'accord, on parle de centre. Mais le panlobulaire, c'est les espaces distaux. C'est les espaces distaux. Mais il est aussi diffus, le panlobulaire. Ici, il est central dans la sinus alors que les alvéoles sont préservés. D'accord, les alvéoles, mais elles sont préservées. L'atteinte prédomine souvent dans la partie supérieure. D'accord, acénaire, on parle de supérieur, mais panlobulaire, on parle des espaces aériens distaux. Des lobes inférieurs et au niveau des lobes supérieurs. Les parties supérieures du lobe inférieur ou les lobes supérieurs. Mais le panlobulaire, c'est toujours l'inférieur, les lobes inférieurs et les espaces aériens distaux. Ce type d'emphysème, il est surtout chez les fumeurs, exclusivement. D'accord, il est exclusivement chez les fumeurs. Le paraseptal, il prédomine à la périphérie des lobules. Il est il est subpleural, la périphérie de l'obule, les longs des septa, c'est ça le paraseptal. On a dit il est dans les régions subpleurales, dans la périphérie de l'obule. Ici, A. A, c'est l'emphysème panlobulaire. Panlobulaire, on a dit, c'est surtout basal. Il est surtout basal. Mais le centrolobulaire, il est surtout supérieur. Il est surtout supérieur. On note aussi dans l'emphysème panlobulaire les coupoles sont festonnées. Ici, sur l'emphysème paraseptal, on a dit ici surtout les lobes supérieurs. C'est surtout avec la TDM. On peut voir le caractère paraseptal. Il prédomine à la périphérie des lobules, le long des septa et aussi dans les régions sous-pleurales. Il est sous-pleural. Les autres types, on a l'emphysème paracicatriciel ou paralésionnel. Il juxtapose des lésions fibreuses à des foyers emphysémateux, parfois bulleux. Il y a des bulles d'emphysème et des lésions. C'est ça l'emphysème paracicatriciel. Il est observé dans les séquelles du tuberculose. Après une maladie, tuberculose, sarcoïdose, silicose, les maladies professionnelles. Après tout ça,
On a l'emphysème qui est paracicatriciel. Le type emphysème n'est pas classé, c'est pas par rapport à la sinus, d'accord? C'est par rapport aux lésions. Les lésions bulleuses peuvent se voir dans tous les types d'emphysème. Le pont lobulaire, le centrolobulaire, tout ça, on peut avoir le but d'emphysème. Soit à une dilatation d'un territoire pulmonaire par un effet de clapet sur une branche. C'est comme un barrage sur une branche. Le diagnostic positif, bon. Les signes fonctionnels, bien sûr, dans l'emphysème, il y a la dyspnée. Il y a aussi la bradypnée expiratoire. C'est comme le PPCO. Il y a une bradypnée expiratoire. Le problème, c'est dans l'expiration. Et il y a une taux expectoration, d'accord? Bon, on a parlé de la dyspnée, d'accord? Parce que dans l'emphysème, il y a la destruction. Dans la destruction, l'expiration, elle devient difficile parce que les destructions des alvéoles. L'air reste, bien sûr, elle reste piégée. On a la sensation de manque d'air, c'est ça la dyspnée. Pour la bradypnée expiratoire, parce qu'il y a une diminution d'élasticité, d'accord? L'expiration, elle devient passive. C'est pour ça qu'il y a la bradypnée expiratoire. La taux expectoration, pour la taux expectoration, c'est surtout parce qu'elle est associée à la PPCO. Il y a aussi une augmentation de sécrétion de mucus. Pour les signes physiques, il y a la cyanose. Bon, la cyanose, il y a deux phénotypes de l'emphysème, d'accord? Pink buffer et blue bladder. Ces deux phénotypes, dans l'emphysème pur, c'est comme le pink buffer, il y a une diminution modérée de l'oxygène. La diminution modérée de l'oxygène, la ventilation, elle est préservée parce que ces malades compensent l'hypoxie par une hyperventilation. Mais dans le cas où il y a eu la cyanose, bien sûr, elle est associée à la PPCO. Il y a une hypoxémie. Après, on a l'hypercapnie. D'accord? C'est pour ça qu'il y a de la cyanose. La respiration à lèvres pincées, pommade colorée, c'est la polyglobulée. Diminution de l'amplitude thoracique et mise en jeu des muscles respiratoires accessoires. D'accord? Parce que dans ce cas, la respiration à lèvres pincées, pourquoi? Cette respiration à lèvres pincées, parce qu'elle augmente la pression intrathoracique et empêche la fermeture des petites branches atteintes de l'obstruction. Atteinte de l'obstruction, c'est pour ça qu'il y a cette respiration à lèvres pincées. Distension thoracique, d'accord, la distension thoracique, augmentation de diamètre antéro-postérieur, il y a une distension à cause de l'emphysème. C'est les signes de distension, thorax quadrangulaire, horizontalisation des côtes, aplatissement des copoles. Pour les signes de distension à la radiothorax, bon, on a dit le thorax quadrangulaire, élargissement des espaces intercostaux parce qu'il y a de l'emphysème, horizontalisation des côtes, aplatissement du corps, le corps en goutte, d'accord. Bon, on va détailler le corps en goutte, d'accord, avec le résumé. Aplatissement des hémicopoles diaphragmatiques. Et pour le profil, l'angle sternodiaphragmatique, elle est obtus. L'angle, il est obtus, ça veut dire ouvert. Élargissement des espaces clairs rétrosternal. Ça veut dire, en arrière du sternum, il y a un élargissement. Tout ça à cause de l'emphysème. Les signes de distriction. Les signes de distriction, c'est la raréfaction de la trame vasculaire. C'est pas de pneumothorax, parce que pneumothorax, c'est une avasculaire, c'est une clarté avasculaire. Ici, c'est la raréfaction de la trame vasculaire. Il y a aussi les bulles d'emphysème qui peuvent être entièrement ou partiellement visibles. Les signes fonctionnels, on a dit, c'est bien sûr, c'est comme la BPCO, TVO. Elle est sévère et permanente. Et bien sûr, il est non réversible, il est irréversible. La capacité vétale, elle est diminuée parce que c'est un trouble obstructif. VOMS diminué bien sûr et VOMS sur capacité diminuée. Il y a ici des distensions. Si la capacité pulmonaire totale, il y a une augmentation de volume résiduel. Dans l'emphysème, il y a l'augmentation de volume résiduel. C'est la capacité pulmonaire totale. Le VR, c'est par la pléthosmographie. Les gaz du sang, bien sûr, il faut faire la gaz du sang pour évaluer le retentissement des réseaux gazeux, hypoxie, hypercapnie, d'accord. Le bilan cardiovasculaire, pourquoi? Pour rechercher l'HTAP, surtout en cas d'hypoxie. Les ECG,
Bon, on a une hypertrophie de l'oreillette parce que l'onde P elle est pointue, ça veut dire, si on parle de la durée, c'est le gauche, si on parle de l'amplitude, c'est à droite. Elle est pointue, ça veut dire qu'il y a une hypertrophie de l'oreillette de droite. HVD, même HVD, c'est la déviation axiale droite. Le cardio, onde T, tout ça, c'est parce que c'est surtout à droite. Échocardiographie, parce que ici on parle de l'HTAP. L'HTAP c'est surtout à droite. Le cours pulmonaire chronique. Échocardiographie, mesurer la PAPS. D'accord, plus de 25, ça veut dire HTAP. Recherche d'une dilatation des cavités droites. Et même, il faut apprécier la fonction de VG. Parce que le VG, c'est pour la circulation systémique. L'évolution et complications se fait vers l'aggravation de la dyspnée. D'accord, la dyspnée, elle peut être aggravée ou aggravation de troubles ventilatoires obstructifs. L'hypoxémie puis l'hypercapnie devient permanente. D'accord, on y peur que l'hypoxémie et l'hypercapnie deviennent permanentes au repos. Et il y a aussi le tableau de cours pulmonaire chronique, même un amaigrissement. Des complications peuvent survenir à chaque instant. Elle peut être des embolies pulmonaires, d'accord, des emboles qui obstruent l'artère pulmonaire, présence de l'air dans la cavité pleurale, le pneumothorax, et même des infections, d'accord, parce que ce sont des territoires emphysémateux. Pronostic, on oppose habituellement les emphysèmes évolutifs et les emphysèmes d'évolution lente. D'accord, il y a deux types. Les emphysèmes évolutifs, d'accord, d'évolution rapide et évolution lente. Si l'emphysème évolutif, c'est surtout les sujets jeunes, et l'emphysème d'évolution lente, c'est surtout les sujets âgés. D'accord, si chez les sujets âgés, c'est par une infection, une insuffisance respiratoire, d'accord, c'est la mort. Mais pour les jeunes, le décès il est rapide, d'accord. Le traitement, pourquoi on fait le traitement? Pour lutter contre les facteurs d'aggravation, d'accord, lutter contre les conséquences, surtout l'hypoventilation, parce que c'est cette destruction, d'accord, elle est accompagnée avec une hypoventilation, et aussi d'éviter les facteurs aggravants. Les moyens, on utilise les antibiotiques, d'accord, pour les infections, les bronchodilatateurs, pour ouvrir les bronches, corticothérapie inhalée, même les corticoïdes pour l'inflammation, kinésithérapie pour le mucus, pour l'expectoration, réhabilitation respiratoire, l'approche multidisciplinaire, endoloaldé. Même, il faut donner les diurétiques pour les odèmes et les sinèses ventriculaires droite. Les indications thérapeutiques, bon, c'est le alpha-antitrypsine. On donne l'alpha-antitrypsine humaine. Pour les traitements de symptômes, c'est surtout l'antibiotique, les bronchodilatateurs et les corticothérapies, comme le traitement du bronchoppo. Les bronchodilatateurs, d'accord, c'est les bêta-2-mimétiques inhalés, de courte ou de longue durée, ou on peut donner les atropéniques en spray, sont parfois plus actifs et d'action plus durable. D'accord, les atropéniques, on a dit, c'est des anticholinergiques. Il bloque les systèmes parasympathiques, d'accord, et provoque une bronchodilatation. Mais il a des effets secondaires. On utilise surtout l'ipratropium. Ils sont plus actifs et d'action plus durable que les bêta-2 mimétiques. La kinésithérapie, elle vise le retour à une mode ventilatoire plus économique et dans un meilleur confort respiratoire. On utilise surtout la ventilation diaphragmatique. Il utilise son diaphragme pour la respiration. Et il lutte contre la collapsus respiratoire, d'accord, si on parle de l'expiration douce à lèvres pincées, d'accord, pour augmenter la pression intrathoracique et empêcher le collapsus des petites branches. Bien sûr, nutrition pour la dénutrition et pour l'amyotrophie, mais il faut éviter les glycocorticoïdes. D'accord, il faut éviter les glycocorticoïdes pour les effets secondaires. Le traitement chirurgical. Bon, le traitement des bulles, les principes de cette chirurgie sont simples, d'accord. Il doit être conservatrice, d'accord. Il faut conserver le parenchyme pulmonaire. Les exirases réglées sont pratiquement proscrites. Bon, si les bulles, tout est simple, d'accord, si tout est simple, et les bulles sont volumineuses, ils sont compressives, et le parenchyme est sain.
Dans ce cas, le principe est de la conservation de tissu pulmonaire sain. En revanche, si les indications sont difficiles à poser, le patient il est dyspnéique, d'accord, il a des plages d'emphysème. Ici, on peut dire que cette chirurgie elle est un peu difficile. Mais il faut, comment dirais-je, conserver le tissu pulmonaire. Pour le pneumothorax, l'échec des drainages et surtout les récidives tardives peuvent poser le problème d'une symphyse. Même, il faut faire le traitement de le pneumothorax par voie chirurgicale ou par voie médicale. Et pour la transplantation, c'est dans le cas ultime, mais dans l'emphysème panlobulaire. D'accord? L'emphysème panlobulaire avec déficit en alpha-antitrypsine. D'accord? Parce que dans le pneumothorax, il y a plusieurs étapes de traitement. Premièrement, il y a l'exsufflation, l'aspiration. Après, on a le drainage. Et le dernier stade, c'est la chirurgie. D'accord? La chirurgie ou il peut être médicale. Et je vous remercie pour votre attention.